Merci de nous suivre dans Agoraji, votre émission 100% faite par les jeunes et pour les jeunes. Bienvenue, l'an 1 du président de la République du Mali. On en parle aujourd'hui. Le président Ibeka qui a hérité d'un pays en crise. Après sa première année de gestion, quel bilan dressé aujourd'hui? La situation du nord du Mali, où en sommes-nous? On en parle sur ce plateau avec mes invités. Tout d'abord, à ma gauche, M. Abdrahman Diarra de l'opposition. M. Diarra, bienvenue. Bonsoir, Kaba. À ma droite, ici, nous sommes avec M. Issa Koulibaly, qui est de la majorité présidentielle. M. Koulibaly, bienvenue. Bonsoir, M. Diakité, merci. Et de l'autre côté, nous sommes avec M. Amidou El Hadji Touré de la jeunesse sympathisant et ressortissant du Nord. M. Touré, bienvenue. Merci, monsieur. Pour finir, sur ce plateau, nous sommes également avec monsieur Bengali Guindo, président du réseau des jeunes des partis politiques du Mali. Monsieur Guindo, bienvenue également. Bonsoir, Kaba. Merci à vous tous d'accepter notre invitation. Bienvenue dans cette émission. Tout de suite, nous partons avec notre enquête de la semaine que nous avons consacrée cette semaine. Tout d'abord avec la rencontre qui a été tenue la semaine dernière, le 4 septembre, pour être beaucoup plus précis, par la jeunesse du RPM. Et ensuite, nous allons suivre le meeting tenu le samedi dernier par l'opposition. Nous allons suivre ces deux sujets et juste après, on se retrouve. « 4 septembre 2013, 4 septembre 2014, l'an 1 de l'investiture du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a été célébré ce jeudi par l'Union des jeunes du Rassemblement pour le Mali, RPM. Pour les jeunes du parti au pouvoir, il ne s'agit pas de faire le bilan du président Ibrahim Boubacar Keïta, mais plutôt de jeter un regard rétrospectif de leur action en tant que jeunesse RPM. Nous, jeunes de RPM, plaçons cet anniversaire sous le signe de l'espoir d'un Mali réconcilié et en paix. Avec les négociations qui s'ouvrent sous de bons auspices à Alger. L'espoir d'un Mali où la jeunesse prendra sa place dans le développement du pays. Après avoir fait l'état du Mali avant le début du quinquennat du président Ibrahim Boubacar Keïta, le ministre porte-parole du gouvernement est revenu sur les réalisations du chef de l'État malien. Notre exposé a porté sur des secteurs aussi divers que la situation de la crise au nord, où nous avons parlé de tous les efforts tendant à ramener la paix, une paix définitive, toutes les initiatives qui ont été prises en matière de réconciliation nationale, en matière de reconstruction des zones affectées par le conflit. D'autres grands défis attendent le président Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement, notamment la conclusion des négociations d'Alger, les questions de bonne gouvernance, les questions relatives à la santé, le renforcement de la sécurité au niveau des frontières et également le renforcement de la diplomatie malienne. Signalons que le président Ibrahim Boubacar Keïta a été investi le 4 septembre 2013 grâce au soutien massif et motivé du peuple malien qu'il a élu avec un score de plus de 77%. Voilà, retour sur ce plateau et nous partons directement avec le deuxième reportage quand nous avons consacré au meeting de l'opposition qui s'est tenu le samedi dernier, je le rappelais tantôt. À travers ce grand meeting, l'opposition malienne composée de plusieurs partis politiques n'est pas allée avec le dos de la cuillère sur la gestion du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le FCD, le PARENA, le PDS, le PIDS, le PSI Lenkoura, le PSP, l'URD et le PRVM Fasoko, entre autres partis formant la coalition gauche de l'arène politique, jugent catastrophique ces 12 mois du pouvoir en place. Les signataires souhaitent plus que jamais que le président de la République soit enfin au cœur des préoccupations de son peuple, comprenne et apaise ses souffrances, réussisse les justes voies de son bonheur et donne de l'honneur à sa vie citoyenne.
Tour à tour, les différents leaders ont fustigé la gestion du président malien dans les dossiers de la crise au nord, les négociations en cours à Alger, la grève de l'UNTM, la suspension de l'aide étrangère, entre autres sujets. Les services de l'État ne soient entravés par le népotisme et la corruption. Car il est évident pour tous aujourd'hui que dans 20 domaines, les gouvernements issus des élections électorales de 2013 n'ont pas satisfait ces exigences démocratiques et des minimales. L'opposition demande aux autorités de revoir leur copie, de se conformer à la réalité. Accueilli à l'applaudimètre, le leader de l'URD, Soumaïla Cissé, estime que le pays va mal et que l'avenir est incertain. Cette cérémonie de regard critique à travers laquelle une déclaration de dénonciation et de proposition a été adressée au pouvoir a également permis à la coalition de mesurer sa force de mobilisation. Voilà, retour sur ce plateau. Je rappelle également à nos téléspectateurs qu'ils peuvent prendre part à cette émission en postant leurs réactions, questions sur notre page Facebook et Twitter. Alors ici sur le plateau, au regard de ces deux reportages, mouvance présidentielle et opposition, quelle analyse faites-vous justement de cette première année d'exercice du pouvoir par le président de la République? Nous allons d'abord commencer avec vous, Monsieur Koulibaly. Ok, merci M. Kaba. Tout d'abord, je remercie Africable pour avoir prendre l'initiative de réunir les jeunes autour d'un sujet aussi important qui est le bilan d'une année d'exercice du président Ibeka. Et de passage, je remercie tous ceux qui nous suivent devant leur poste téléviseur cet après-midi. Donc à partir de l'analyse que moi je fais du bilan d'une année d'exercice du président Ibeka, je joins d'ailleurs ma voix à la jeunesse RPM qui disait qu'il préfère faire un regard rétrospectif au lieu de faire un bilan d'une année, parce qu'une année, je trouve que c'est assez court pour parler d'un bilan, d'un mandat qui s'étend sur 5 ans. Donc ceci étant, je parle d'abord du contexte dans lequel le président Ibeka a pris le pouvoir. Vous le savez autant que moi, il a pris le pouvoir dans un contexte assez particulier. Du point de vue sécuritaire, le pays avait perdu les 2 tiers, le contrôle sur les 2 tiers de son territoire. Du point de vue économique, les partenaires avaient tous plié bagages. Et du point de vue tout simplement politique et social, nul n'ignore qu'à un moment donné, sous la transition, le pays connaissait un bicéphalisme au sommet de l'État qui ne disait pas son nom. Il y avait 2 centres de pouvoir. Je vais faire allusion par là à la gente qui avait aussi un poids assez important dans les prises de décision au sommet de l'État. Et malgré toute cette difficulté, malgré ce contexte particulier, le président Ibeka, quand il est venu au pouvoir, il a fait un élément assez important. Il a permis au pays de signer son retour dans le concert des nations. Vous le savez autant que moi, sous la transition, le Mali était considéré comme une nouvelle Somalie pour certains, comme un Afghanistan pour d'autres, comme un État qui s'est totalement effondré sur lui-même par d'autres. Donc ce retour est assez important. Au-delà de là, une question aussi assez importante, c'est le retour des militaires dans les casernes. Comme je l'ai tantôt dit, le centre de décision du pouvoir était assez bicéphaliste, mais quand le président Ibeka est venu, la première des choses, c'était de permettre
ce retour des militaires dans les casernes, rétablir la chaîne de commandement au sein de l'armée, qui a permis aujourd'hui d'avoir une armée assez cohérente dans ses prises de décision. Okay. Et pour finir, ça c'est la fonction, le fonctionnement normal des institutions de la République. Ça aussi c'est une réalité. Le cas de la Haute Cour de justice en est un exemple illustratif parfait. Donc pour dire sur cette année d'exercice du président Ibeka, beaucoup a été fait, même si beaucoup encore reste à faire. D'accord. Monsieur Touré, votre analyse. Merci Monsieur Kaba et je remercie tous les téléspectateurs. En fait, s'il faut faire une analyse vraiment objective de l'année d'exercice du pouvoir de Ibeka, moi je peux dire que nous faisons face à un bilan un peu mitigé. Un bilan où il y a certaines choses qui ont réussi, d'autres n'ont pas réussi. Mais à mon humble avis, je pense que, et je l'ai toujours défendu, qu'il faut vraiment lui donner du temps avant de le juger ou bien avant de faire son bilan. D'accord. Monsieur Diarra. Oui. S'agissant de cette première année d'exercice du pouvoir du président Ibeka, je ne dirais pas de bilan négatif, mais je dirais quand même qu'il y a eu beaucoup de promesses non tenues. Pour qui sait que quand Ibeka il est venu au pouvoir, il avait vraiment toutes les cartes en main. Il avait toutes les cartes en main, comme l'a dit le reportage. C'est un vote massif à plus de 77% qu'il a ici à Koulouba. Aussi, il y avait la communauté internationale qui était vraiment réunie au chevet du Mali. Vous avez vu les promesses de dons et d'aides qui s'élevaient à 2100 milliards par la conférence de Bruxelles, mais aussi les accords de Ouaga. Il ne faut pas l'oublier, les accords du 18 juin 2013 de Ouaga, qui déjà a consacré l'intégrité territoriale du Mali et le caractère laïque de la République du Mali. Et aussi, dans ces accords-là, il était prévu que le président de la République, une fois élu, 60 jours après, devait vraiment relancer le dialogue. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire, par rapport à la crise du Nord, il y avait ce acquis qui nous permettait d'aller vraiment aux différentes négociations. Mais malheureusement, le gouvernement, le pouvoir a vraiment traîné un peu le pas. C'est qui a renforcé les rebelles, parce que le 18 juin, quand les rebelles ont signé, ils ont signé vraiment le couteau dans la gorge. Parce que la communauté internationale, à travers la MINUSMA et Serval, avait permis à nos troupes de vraiment repousser les bandits armés au nord du Mali. Mais malheureusement, les événements du 17 mai et du 21 mai ont remis en cause vraiment ce acquis. Donc c'est pour dire aujourd'hui que c'est vrai, il y a des pourparlers qui se sont ouverts en Alger, mais globalement, sur l'année de gestion, il faudra reconnaître qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui, aujourd'hui, je pense, les autorités ont pris toute la mesure de la gravité. Ils vont vraiment œuvrer à éviter cela, qui est quoi? Que le FMI se lève et demande des comptes au Mali pour malgouvernance. Parce que pour qui sait les relations entre le Mali et le FMI, depuis tout le temps, le FMI n'avait jamais soupçonné vraiment un gouvernement malien de malversation. Et cela s'est passé. Aujourd'hui, alhamdoulilah, le FMI est dans les murs du Mali. Nous souhaitons que vraiment nous accordions nos violons afin vraiment que notre collaboration puisse reprendre de plus belle avec cette institution tant importante vraiment pour l'avenir du Mali. D'accord. Monsieur Guindo. Merci Kaba. Moi, je répondrai un peu dans le sens contraire de mon ami Ndiara, qui disait que le président de la République a été élu avec 77% des voix. Si la mémoire est toujours bonne, au lendemain soir du second tour des élections présidentielles, le candidat battu s'est transporté avec sa famille au domicile du président qui a gagné, nouvellement élu. Sa famille, plus ses 23 ou 22 voix, pour non seulement le saluer, lui remettre ses voix et le féliciter, ce qui fait 100% des voix. Donc nous supposons que le président a été élu 100% des voix. Ce qui a d'ailleurs permis d'ouvrir la porte du Mali dans le concert des nations, qui a permis au Mali de retrouver toute sa place. Maintenant, l'analyse que je peux faire, c'est en même temps objective et subjective. Maintenant, avant la mise en place du premier gouvernement, il y a eu, les positions se sont un peu décantées. Une tendance majorité, l'autre tendance opposition. Nous avons vu une majorité qui s'est beaucoup réconfortée. Une opposition qui se veut constructive et respectée. Et une société civile avertie. Aujourd'hui, l'analyse que je peux faire, c'est que chacun est averti. Nul n'a le droit à l'erreur.
étant donné que s'il y a échec aujourd'hui, personne ne peut accuser l'autre. On ne peut que nous accuser nous-mêmes de ne pas pouvoir jouer pleinement notre rôle. On a vu, dans l'anniversaire d'1 an, le RPM a juste fait retracer quelques grandes lignes. Ils disent que ce n'est pas l'heure du bilan, mais c'est plutôt l'heure de se rafraîchir juste la mémoire que le chemin est encore long à faire. Mais de l'opposition encore dit, certes, le chemin peut être long, mais attention, une promesse est une dette. Voilà en quoi un peu il faut s'en souvenir. Alors parlons justement de l'opposition aujourd'hui. Comment voyez-vous la relation entre le parti, entre le pouvoir et l'opposition, Monsieur Koulibaly? La relation entre le pouvoir et l'opposition, je pense que dans une démocratie, le rôle de l'opposition est assez important. Et je pense que malgré qu'on est juste à une année d'exercice de l'ère IBK, je peux dire que la relation est assez bonne. Elle est assez bonne parce que jusqu'à preuve du contraire, l'opposition est en train de jouer pleinement son rôle et la majorité présidentielle aussi est en train de jouer pleinement son rôle. Donc la relation qui lie ces deux tendances, à mon avis, c'est une relation assez cordiale aujourd'hui. Chacun est dans son rôle, chacun est en train de faire ce qu'il doit faire, ce qu'il a de droit. Et je pense que la relation est assez cordiale entre ces deux positions aujourd'hui. D'accord. Monsieur Diarra, Monsieur Koulibaly dit que la relation est assez bonne. Vous, est-ce que vous pensez que l'opposition se sent aujourd'hui impliquée, se sent aujourd'hui consultée par le pouvoir? Je suis désolé, effectivement, il y a du dialogue entre nous, mais pas vraiment à hauteur de souhait. Vous savez, depuis la venue du président de la République au pouvoir, on avait vraiment demandé un dialogue entre l'opposition et le président de la République. Et malheureusement, c'est après les événements du 17 mai que le président a pris la mesure, toute la mesure vraiment de cette demande-là, et le président a reçu l'opposition. Mais quand le président a reçu l'opposition, c'était pour donner des informations par rapport à la situation du pays, notamment la crise qui prévaut au nord du pays. Mais en retour, nous attendons que le président instaure un cadre de concertation pendant vraiment lequel l'opposition aussi peut opiner. Parce que c'est vrai, on parle de majorité et d'opposition, mais l'opposition aussi a son mot à dire. Pour illustrer ça, je vous dirais tout simplement, regardez, aujourd'hui, il y a plus de 200 Maliens qui représentent l'État du Mali aux négociations pour parler à Alger. Mais il faut voir que ça, c'est une délégation qui a été constituée que par le pouvoir. Alors que, à défaut qu'on ait des représentants à Alger, qu'on nous écoute très sincèrement et qu'on prenne en compte les propositions que nous pouvons faire dans le cadre vraiment de la sortie des crises. Ce que nous déplorons, c'est un peu la lenteur à la réponse à cette requête du président de la République. Quand bien même l'opposition a été déjà invitée une fois au palais de Koulouba, et même la forme. Vous savez, dans cette affaire-là, il ne faudrait pas que les gens comprennent que l'opposition demande quelque chose auquel elle n'a pas droit. Non, l'opposition demande à prendre part aux discussions qui décident l'avenir de ce pays-là. Donc c'est extrêmement important. Quand le président a invité l'opposition la dernière fois, c'est un membre du cabinet de la primature qui a invité les chefs de parti de l'opposition. Bon, pour le Mali, les chefs de parti de l'opposition ont accepté de partir, mais à l'avenir, vraiment, on demande à renforcer ce dialogue-là et à y mettre la forme, quoi. D'accord. Et pourtant, un statut de l'opposition a été adopté pour le fonctionnement normal de l'opposition à l'Assemblée nationale. Cela ne conforte-t-il pas l'opposition aujourd'hui, selon vous, M. Touré? Oui, cela, je dirais que doit reconforter l'opposition, d'autant plus qu'il y a quelques années de cela, j'ai eu personnellement à poser la question à l'actuel Premier ministre, alors qu'il n'était pas ministre, encore moins Premier ministre, pourquoi les hommes politiques maliens ont peur d'adhérer à l'opposition? Il n'y avait pas d'opposition, on ne sentait personne dans l'opposition. Aujourd'hui, je pense que l'opposition a eu un cadre où elle peut s'exprimer, où elle peut, comme il vient de le dire M. Diarra, opiner. Donc, je pense que vraiment, ça doit leur conforter d'avoir déjà eu un cadre où ils peuvent déjà se rassembler, opiner et faire partager leur opinion pour le développement de ce pays. D'accord. Monsieur Guindo, sur la question? Sur la question, d'abord, le projet du statut de l'opposition est jusque-là encore au niveau de l'Assemblée nationale. Ça a juste passé au niveau du Conseil des ministres. Ça est, pour le moment, avec les députés, peut-être lors de cette session extraordinaire, ou bien lors de session ordinaire, ça peut être adopté. Mais pour le moment, nous nous réjouissons déjà qu'il y ait une liberté d'expression. Tant au niveau des partis politiques qu'au regroupement des partis politiques,
même tant au niveau de la presse écrite. Donc pour nous déjà c'est un grand acquis. On n'empêche à personne de dire ce qu'il veut dire. Donc pour moi déjà c'est un grand acquis. Mais pour ce qui concerne le dialogue entre l'opposition et la majorité, c'est un peu timide à notre entendement. Parce que souvent... Un peu timide. C'est-à-dire l'opposition peut vouloir aller vers la majorité. Même si souvent le temps paraît court, souvent il faut leur accorder le minimum de temps pour ne serait-ce que les écouter. C'est en cela seulement que l'opposition reproche à la majorité. Même tantôt, souvent, on n'est pas disponible. Il faut leur faire également le contraire pour dire que pour le moment n'est pas propice. Parce que souvent, ils ont l'impression de ne pas être entendus ni écoutés. Donc nous, en tant que jeunesse, c'est également un grand souci pour nous, qu'il y ait le maximum de dialogue entre l'opposition et la majorité. Parce qu'en leur, c'est au niveau de la jeunesse, le courant et le dialogue passent énormément. D'accord. Dans le premier reportage que nous avons suivi en début d'émission, le jeune député Timiné a souligné dans ce reportage qu'il plaçait ce premier anniversaire sous le signe d'un Mali qui voit sa jeunesse impliquée davantage dans le développement du pays. Est-ce pas une amélioration quand on voit aujourd'hui tous ces jeunes qui sont au sein du gouvernement, pas un jeune, pas deux, pas trois, même pas quatre, M. Koulibaly? Ça, c'est évident. C'est une réalité aujourd'hui de voir la jeunesse au haut sommet de l'État. C'est un combat que nous avons mené, nous avons commencé à mener il y a longtemps. Et ce combat commence à porter fruit. La preuve, vous avez un premier ministre qui a moins de 40 ans. Vous avez plus de 5 à 6 jeunes dans le gouvernement. À l'Assemblée, on n'en parle pas. Les jeunes se sentent aujourd'hui impliqués dans la gestion de l'État, mais surtout au haut sommet de l'État. Ça, je pense que c'est une évidence que même l'opposition ne peut pas nier. Si nous essayons de voir un tout petit peu en arrière, nous constatons qu'il y a une amélioration assez nette par rapport à la représentativité des jeunes dans les instances de décision. Ensuite, je voudrais rebondir sur quelques petites questions qui ont été soulignées par le camarade Diarra de l'opposition, qui est en rapport avec le Fonds mondial. Ensuite, le fait que selon lui, l'opposition n'est pas assez considérée. Moi, je souhaiterais qu'on s'entende d'abord sur la définition de l'opposition. Parce que, à mon avis, la définition que moi je me fais de l'opposition, c'est le parti ou bien le regroupement de partis qui ne soutient pas le projet de société du président de la République, qui ne soutient pas l'action gouvernementale. Vous ne pouvez pas vous réclamer de ce regroupement et ensuite demander à ce qu'on vous associe dans les centres qu'on vous associe dans les prises de décision. Ce n'est pas possible. Concertation, je ne suis pas contre, ça a été fait. Il a eu à souligner l'exemple, le fait que le président de la République a reçu les chefs de file de l'opposition pour les informer par rapport à la situation que connaissait à l'époque le nord du pays. Donc si telle est la définition qui est acceptée par tous autour de la table ici de l'opposition, je ne pense pas qu'il faut associer l'opposition au risque que l'opposition perd sa casquette d'opposition, mais qu'elle rejoigne la mouvance présidentielle. Donc, si on comprend bien, tout ce qui est fait par l'État, l'opposition doit être en dehors de ça. La gestion de l'État. Oui, mais c'est clair, la définition est assez claire. La gestion de l'État, là, c'est la mouvance présidentielle. Maintenant, la concertation, il faut faire la part entre la concertation et la gestion. Il a dit, il faudrait qu'on les associe dans les prises de décision. Maintenant, le FMI, je pense que le président, le chef de file de l'opposition, à travers le reportage que nous venons de suivre, a été trop simpliste par rapport au déblocage des fonds qui ont été promis par la communauté internationale. C'est un fin financier, un fin connaisseur du système financier mondial. Dire qu'on n'est pas parvenu à aller chercher de l'argent, je pense que c'est trop simpliste. Et puis pour rebondir sur un propos que le camarade Diarra a ensuite évoqué, ça c'est par rapport à la supposée opacité dans la gestion des fonds publics par le Fonds mondial international. Je pense que le Fonds mondial même a beaucoup évolué. Le Fonds mondial a beaucoup évolué dans son discours concernant les questions spécifiques de l'achat d'avions et de l'achat d'armement. Ils ont constaté ils pensaient au départ que c'était vraiment la mauvaise gestion, mais au fil du temps, ils ont constaté que les règles que édicte le code public de la passation des marchés a été respectée. Maintenant, ils évoluent vers la réforme de ce corps-là. Donc, c'est deux discours différents. On laisse M. Diarra s'exprimer rapidement. Voilà. Bon, je pense que le camarade Koulibaly de la majorité doit comprendre que je n'ai pas demandé à ce qu'on associe l'opposition à la gestion de l'État. Vous savez, ce n'est pas une gestion classique.
je le tiens de vous, majorité, qui à chaque fois nous dit « Ah, le pays traverse une crise particulière ». Si il est vrai que le pays traverse une crise particulière, comment dirais-je, associer l'opposition à la gestion de cette crise n'est pas demander à l'État d'associer l'opposition à la gestion de l'État. C'est très clair. Pour preuve, vous avez parlé, les uns et les autres ont parlé de statut de l'opposition. C'est vrai, mais ce n'est pas une nouveauté. C'est une disposition constitutionnelle qui est prévue dans la Constitution du 25 février 92. Mais je vous dis tout simplement que nous, on n'a pas attendu tout cela pour jouer notre rôle d'opposant. Je vous cite 2 ou 3 exemples très rapidement. Le président de la République, une fois élu, a nommé un Premier ministre, le technocrate Oumar Tatamli. Nous avons dit que nous prenons acte de la nomination de ces derniers. Aussitôt, nous avons demandé, dès la mise en place de l'Assemblée, à partir du 2 janvier, nous avons demandé à ce que ce Premier ministre présente une DPG, une déclaration de politique générale, devant les députés. Cela n'a pas été fait durant tout le temps qu'il est resté à la tête du gouvernement. Il est parti le 5 avril. Quand il est parti en avril et qu'il a déposé sa démission, il y a une phrase, c'est pas nous, opposition, qui l'a dit, il y a une phrase qui a attiré vraiment mon attention. Dans sa lettre de démission, il a dit au président de la République qu'il démissionne à cause des dysfonctionnements constatés dans la gestion de l'État, chose qui ne lui permettent pas d'accomplir sa mission. Dans la foulée, le président de la République a nommé un Premier ministre, le Premier ministre Moussa Mara. Mais nous, on est resté opposants. Il n'y avait pas encore de statut d'opposition. Jusqu'à présent, il n'y en a pas encore. C'est passé en Conseil des ministres, mais c'est encore sur la table des députés. Mais nous avons continué à dénoncer, nous avons continué à critiquer, mais aussi à proposer. C'est pourquoi quand ce Premier ministre, moins d'un mois après sa nomination, a présenté sa déclaration de politique générale devant les députés, nous étions minoritaires. Nous savions que le fait de voter non ne va pas vraiment empêcher cette déclaration de politique générale de passer. Mais nous avons quand même voté non et nous avons été réconfortés parce qu'on a eu plus de voix que le nombre de députés de l'Assemblée. Ça, c'est un acte de l'opposition. Après, il y a eu la motion de censure. On s'est dit, d'accord, on ne va pas faire le bilan d'une année, mais on s'est dit aussi qu'un mandat présidentiel, c'est 5 ans. Et pour quelqu'un qui fait un travail prévisionnel, sur les 5 ans, tu dois savoir chaque année quelle est l'étape que je dois franchir. Donc quand on demande à rendre compte par étape, ça ne doit pas poser problème pour aller dans les calculs de mots, regard rétrospectif, bilan. Mais je vais dire tout simplement que voici ces quelques actes que l'opposition a eu à poser sans pour autant attendre un statut ou un quelconque vraiment privilège. C'est pour dire que nous ne demandons pas à participer à la gestion de l'État, mais nous disons que la gestion de la crise du Nord est un cas extraordinaire. Nous pensons que nous avons notre mot à dire pour aider nos gouvernants du jour à sortir le pays de ces difficultés-là. On va aborder crise du Nord tout à l'heure. Toujours dans le premier reportage, le ministre de l'Emploi qui a pris part à cette rencontre a cité certaines des initiatives prises par le gouvernement, notamment concernant la situation de Kidal, la sécurité d'une manière générale, l'éducation, la santé, la bonne gouvernance et j'en passe. Des actions quand même salutaires aujourd'hui, on peut le dire. Cependant, beaucoup de jeunes qui sont en train de nous suivre sur les réseaux sociaux évoquent la cherté de la vie aujourd'hui et également ne sentent pas une amélioration de leurs conditions de vie. Nous avons d'ailleurs fait un micro-trottoir dans ce sens-là. Je vais vous inviter à suivre ce micro-trottoir et juste après, on va se retrouver. Que la vie d'une nation, c'est très peu là-dedans. Et surtout, le moment n'était pas assez propice pour le président en venant pour au moins se réaliser ses vœux. Ibeka est venu avec des ambitions. Je crois que s'il a été plébiscité par les Maliens, c'est que quelque part, il a donné une image dans le passé. Et cette image existe toujours. Mais il faut voir qu'il y a certaines contraintes qui ne dépendent pas de nous. Nous sommes actuellement un pays sous perfusion et nous sommes régis par des institutions qui ont des volontés, qui ne sont pas toujours des volontés pour nous les Maliens et qui nous empêchent peut-être de prendre la voie de développement que nous voulons. On nous a dit ici, le 4 août 2013, qu'on ne négociera pas avec des bandits armés. On est en train de négocier avec les bandits armés. On est en train de négocier pour la répartition du Mali. On est en train de négocier pour pouvoir mettre une ethnie au-dessus des autres ethnies du Mali. On ne doit pas continuer à gérer le Mali de cette manière. Le pays, c'est la catastrophe. Parce qu'on avait cru qu'il avait une baguette magique pour remettre le pays en marche. Et nous nous sommes rendus compte que rien ne bouge. Rien ne bouge, ni les négociations, ni la vie économique, ni le développement des infrastructures. On nous avait fait comprendre qu'on pouvait mieux faire et avec
l'arrivée du gouvernement, le foncier, les infrastructures, rien ne bouge. Oui, bon, dans un an de IBK, bon, je pense que IBK est venu en pleine crise. Bon, durant une seule année, il n'est pas facile au moins d'avoir une grande remarque par rapport à ces réalisations qu'il y a eu à faire. Mais en réalité, je vois que ça ne va pas parce que partout on voit l'argent ne circule plus. Voilà, retour sur ce plateau rapidement. Réaction sur la cherté de la vie, M. Touré. La cherté de la vie, je dirais, mais auparavant, je voulais vraiment intervenir par rapport à l'implication de la jeunesse. Aujourd'hui, je suis très, très, très content, très ému de voir une jeunesse active, de voir une jeunesse qui se reprend, qui se ressaisit, une jeunesse qui fait une prise de conscience. Parce que depuis très longtemps, nous sommes restés dans les sièges des personnalités politiques, alors que lorsque tu marches dans le siège de quelqu'un, en toi-même, tu ne laisses pas de traces. Donc aujourd'hui, je suis très très content, je suis très fier de la jeunesse malienne, de voir que la jeunesse est active et elle remplit vraiment ses fonctions et ses missions. Maintenant, par rapport à la cherté de la vie, et comme le reportage l'a dit tout à l'heure, je suis de ceux qui pensent que le président de la République n'a pas un bâton magique pour faire changer les choses du coup. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des acquis qu'il devait consolider. Il y a des acquis qu'il devait consolider, notamment l'Office du Niger, notamment les barrages hydroélectriques qui contribuent vraiment à amoindrir la cherté de la vie. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il doit le plus vite aller. Et je constate qu'ils sont en train d'aller dans ce sens-là. Monsieur Bengali Guindo. Effectivement, s'il y a une organisation aujourd'hui qui est réconfortée dans sa mission, je crois bien que c'est le réseau des jeunes des partis politiques. Dans notre vision, c'était un État démocratique avec une jeunesse forte, vecteur de changement. Et Dieu merci, aujourd'hui, il y a suffisamment de jeunes qui sont impliqués dans les instances de prise de décision. Pour la petite histoire, on a même un membre fondateur du réseau qui est aujourd'hui député. Donc c'est pour donner cet exemple, pour dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont suffisamment impliqués dans les instances de prise de décision et qu'il y a même un département spécialement créé en leur nom, qui est le ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. Bien sûr. Monsieur Diarra, concernant la cherté de la vie. Eh bien, la cherté de la vie, votre reportage en dit tout. C'est vrai que le niveau de vie au Bamako aujourd'hui au Mali généralement est compliqué. Mais seulement ce que je vais dire, c'est que c'est vrai, comme l'a dit le camarade Touré, le président de la République n'a pas vraiment un bâton magique, mais il faut se rappeler aussi que pendant une campagne électorale, on fait des promesses. C'est en fonction de ces promesses-là que le peuple s'attend vraiment à une amélioration très rapide de ces conditions. Mais moi, ce que je remarque aujourd'hui, les gouvernants actuels sont plus portés sur les effets d'annonce que sur vraiment le réconfort du peuple. Quand on regarde aujourd'hui, la communication peut accompagner l'action, mais ne peut jamais remplacer l'action. Mais nous assistons tout de suite à des responsables politiques, des membres du gouvernement qui se pressent au micro de vos confrères tout simplement pour dire on a fait tant, on a fait tant. Je dis tout simplement, dans un pays, quand des efforts sont faits, je pense que c'est au peuple de dire aujourd'hui, alhamdoulilah, notre quotidien s'est amélioré. Aujourd'hui, on remarque que le panier de la ménagère n'existe même plus. Vous voyez, les gouvernants avant, les gouvernements précédents avaient fourni beaucoup d'efforts pour réguler et maintenir un certain nombre de choses. Notamment, je vais parler du coût de l'électricité. Vous savez, l'électricité, comme le loyer, comme d'autres besoins aujourd'hui, constituent des poches de dépenses incompressibles dans la vie d'un chef de famille. Aujourd'hui, nous avons vu le prix de l'électricité passer du simple au double. Et le comble, c'est que le simple au double concerne les petits consommateurs, c'est-à-dire ceux qui n'utilisent pas jusqu'à une certaine hauteur. Et ceux qui utilisent comme les industries ou autres, qui génèrent de l'argent autour de leur activité, ne voient pas cette augmentation-là. Mais c'est plutôt les chefs de famille qui voient l'augmentation. Et pour un peuple, c'est très dangereux. D'accord. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Rapidement, parlant de l'emploi de jeunes, l'on se rappelle la promesse du président de la République de créer environ 200 000 emplois. Aujourd'hui, qu'en est-il? Les jeunes nous posent sur les réseaux sociaux. Peut-être que la personne indiquée n'est pas là pour répondre à la question, mais que pensez-vous aujourd'hui de la création d'emplois au Mali au bout d'un an? Rapidement. Très rapidement, je voudrais d'abord répondre par rapport à la question de la cherté de la vie. Je pense que nos amis de l'opposition sont dans un discours assez alarmiste, un discours alarmiste béat qui ne se justifie pas par rapport à la cherté de la vie. Je ne dis pas que le coût de la vie n'est pas cher aujourd'hui, mais il faudrait aussi placer les choses dans leur contexte. Nous avons hérité, nous, mouvance présidentielle, nous avons hérité d'un pays qui était à genoux.
Le budget national 2013, c'est un budget qui est l'équivalent du budget du Mali dans les années 95-96. Ça sous-entend qu'on a fait un recul de plus de 15 ans par rapport au budget national. Ça, c'est une réalité que n'importe qui peut vérifier. Maintenant, par rapport au coût de l'électricité, au coût des denrées de première nécessité, les denrées de première nécessité, il est clair aujourd'hui, pour quelqu'un qui fait un petit sondage dans les marchés, le prix du kilo du riz est nettement mieux aujourd'hui que le prix du kilo de l'année dernière, avant que nous venions au pouvoir. Ensuite, la question de l'EDM, c'est une question assez importante que j'avais évoquée. Nous gérons aujourd'hui les conséquences de la gestion précédente, c'est-à-dire de ceux qui étaient au pouvoir avant que nous arrivions, notamment le président ATT. La subvention que l'État a accordée à l'EDM, nous sommes en train aujourd'hui de gérer ces conséquences-là parce que nous avons l'état des caisses publiques ne nous permettent pas de continuer dans ce sillage-là. Donc il va falloir forcément prendre d'autres mesures. Donc nous gérons leurs conséquences. D'accord, la situation est vraiment compliquée. On est presque à la fin de cette émission. Avant-dernière question, la situation du Kidal reste incertaine aujourd'hui et même dans les deux autres régions, les négociations qui sont toujours à la traîne. Comment jugez-vous le bilan à ce niveau concernant Kidal, rapidement? Rapidement, à Kidal, je crois que tout peut dépendre ou bien tout peut se jouer à partir de cette deuxième ronde à Alger. Je crois que les intervenants l'ont si bien dit. Ça va dépendre de là-bas. Il faut beaucoup espérer qu'il y ait un issue favorable à la sortie de cette deuxième pourparlers. Mais ce qui est important, qu'il faut également signaler, il faut demander à la communauté internationale d'imposer un mandat de paix. Que les deux parties, à l'issue à la sortie de ces pourparlers, que les deux parties puissent accepter le cessez-le-feu et qu'il n'y ait plus d'hostilité. C'est l'aspect le plus important. Il ne suffit pas seulement de signer les accords et après venir faire des hostilités et des violences sur le terrain. Il faut que ces accords soient respectés de part et d'autre. D'accord, M. Touré. Par rapport à la situation de Kidal et la situation du Nord en général, elle est déplorable. Puisque ces négociations, nous attendons rien de ces négociations. Les personnes indiquées, appropriées pour ces négociations n'ont pas été désignées. Alors, si on désigne d'autres personnes pour aller négocier ce que toi tu dois négocier, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair? Je veux dire par là que ce que le gouvernement malien a envoyé pour négocier ces accords ne sont pas des personnes à envoyer. Ce n'est pas des personnes, je dirais, authentiques, ce n'est pas les personnes à la hauteur pour discuter de ce problème. Parce que on prend des personnes à Bamako, on désigne quelques responsables qui ne sont même pas au parfum du problème du Nord. Et au-delà de tout ça, le problème de Kidal, le problème de Bamako, de Gao, Tombouctou, se trouve à Bamako. C'est des gens qui sont là en train de conspirer nuit et jour. Qu'est-ce que vous proposez dans ce sens-là? Et ce que je propose, c'est qu'on ramène ce dialogue au niveau du Mali. Et que les choses rentrent dans leur contexte. Qu'on ne laisse pas n'importe qui parler à la place d'un peuple, à la place d'une communauté. Et qu'on n'essaye pas de mettre une communauté au-dessus des autres communautés. Je pense que nous sommes Maliens. Maliens, nous sommes fiers d'être. Nous devons tous défendre le Mali. Est-ce que vous partagez cela, M. Koulibaly? Non, pas forcément. Il y a certains points que je ne partage pas. C'est normal, certains débats. Moi, ce que j'ai à dire par rapport à la question des pourparlers d'Alger, c'est d'abord la démarche inclusive des pourparlers d'Alger. Pour quelqu'un qui suit un peu l'historique de la crise et des accords de paix, les accords de paix au Mali ont tout le temps été signés dans une démarche tête-à-tête entre l'État d'une part et les groupes armés d'autre part. Pour quelqu'un qui fait une petite analyse, saura que cette tête-à-tête-là, on a rompu avec cette tête-à-tête. La preuve, aujourd'hui, il y a la société civile, il y a les partenaires techniques, il y a les partenaires bilatéraux, multilatéraux du pays, il y a beaucoup de médiateurs autour de la question qui fait que la démarche vraiment inclusive est une réalité. Au-delà de ça, d'habitude, les débats se font de façon globale. Les accords de paix, quand nous fouettons un peu l'histoire, accord d'Alger, Tamanrasset, accord de le pacte national. Aujourd'hui, les débats se font autour de thématiques assez importantes qui vont être discutées à fond pour trouver définitivement des ententes. Donc, il faudrait vraiment suivre d'abord ces particularités pour peut-être se donner un grain d'optimisme par rapport à l'issue. Il ne faut pas qu'on essaye de juger déjà l'issue alors que les accords ne sont qu'au début. Les pourparlers ne sont qu'au début. Non, ce n'est pas un jugement. Monsieur Kaba, vous savez, il faudrait qu'on soit d'accord avec nous-mêmes. C'est vrai que notre souhait à tous,
et qu'on puisse vraiment parvenir à une résolution définitive et pérenne de ces regains de violence dans le nord du Mali. Mais étant des intellectuels et des politiques, nous sommes dotés de capacités d'analyse. Voyant la façon dont les choses se passent, ça nous pousse souvent à être pessimistes. Moi, je vous dis tout simplement que c'est vrai, il faut aller aux négociations, c'est vrai, il faut aller au dialogue, mais il ne faudrait pas qu'on parle de dialogue et de réconciliation sans occulter la justice. Et pour illustrer cela, je dirais que si vous voyez que les uns et les autres tiennent des discours de pessimisme, c'est-à-dire en réalité, vous avez vu avant les élections législatives, il y avait quand même des rebelles, des personnes qui étaient sous le coup de mandat d'arrêt, qui se sont vus être élargis, et on leur a permis, à travers le parti présidentiel, d'être députés. Alors les gens se demandent, ceux-là aujourd'hui qui ont des dossiers, la justice vraiment poursuit des individus qui se permettent aujourd'hui, à travers les négociations, qu'on les élargisse, on n'associe pas les gens. Les décisions tombent aujourd'hui sur les Maliens comme un couperet. Vous avez vu la libération du juge islamique de Gao, qui a coupé des mains et des pieds, qui a été élargi et qui est tranquille aujourd'hui. Alors moi, je dis tout simplement que je n'ai pas perdu espoir, à condition que nos autorités vraiment nous écoutent. Notre personne, nos individus se transporter à Alger n'est pas la priorité. Mais quand j'ai vu les rebelles, les groupes armés en conclave dans un pays voisin pour peaufiner le contenu de leur déclaration et que notre président de la République appelle à aller dans les mosquées et dans les églises, c'est vrai, la bénédiction du bon Dieu est nécessaire à tout ce que nous faisons. Mais c'est comme un examen à l'école. Hein. C'est vrai, on a beau faire des bénédictions pour toi, si tu n'apprends pas tes leçons, le stylo ne va pas écrire de lui-même. Alors pour l'importance capitale vraiment de l'issue de ces pourparlers d'Alger, il faudrait que la majorité se ressaisisse. On ne remet pas en cause ce qui a été fait. Il y a tant de discours qui ont été tenus, il y a beaucoup de propositions qui ont été faites, qui se mettent à recueillir vraiment ces propositions et qui les intègrent dans ce qu'ils appellent dialogue inclusif pour vraiment que ça devienne vraiment un dialogue inclusif. Ok, alors nous sommes déjà à la fin de cette émission. En 2 mots seulement, s'il y a insuffisance aujourd'hui au bout d'un an d'exercice, qu'est-ce qu'il faut pour redresser la balance aujourd'hui? En 2 mots seulement. En 2 mots, ce qu'il faut, c'est d'engager très rapidement un processus de changement social qui va toucher les domaines suivants. Changement de comportement, d'attitude, même de sentiments, de ressources humaines, de ressources matérielles et même de base organisationnelle. D'accord, monsieur. Aujourd'hui, moi, je pense que le citoyen lui-même est au centre de tout ça. Tout ce qui nous arrive, c'est nous-mêmes citoyens. Le citoyen lambda ignore ses devoirs, ignore ses droits. Donc, je suggère vraiment un maximum de communication autour des actions gouvernementales, autour de tout ce qui se fait et qui se dit au nom de ces citoyens-là. Et vraiment, c'est le déficit de communication qui ne fait que perdurer, qui crée vraiment beaucoup de situations desquelles les Maliens ne parviennent pas à sortir. Ok, d'accord. Monsieur Issa Koulibaly. Bon, en 2 mots, moi j'appelle d'abord la population à la patience. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes, mais je pense que nous devons accorder aussi cette patience-là, nous devons avoir cette patience, nous devons avoir cette confiance vis-à-vis de nos autorités et demander aux autorités de communiquer plus, mais surtout demander à l'opposition de ne pas trop souvent tomber dans un alarmisme béat, comme j'ai l'habitude de dire, et de surtout faire preuve de devoir de vérité vis-à-vis du peuple. Parce que c'est le peuple qui est au-dessus de chaque mouvance, le peuple est le dénominateur commun. Ok. Merci. Monsieur Diarra, rapidement. Alors, comme dernier mot, pas pour polémiquer sur le propos du camarade Koulibaly, je dirais tout simplement que je demanderai à la majorité aussi d'accepter les critiques de l'opposition et de ne pas à tout moment répondre genre comme pour dire nous sommes venus trouver. Quand on vient au pouvoir, je pense qu'on s'attend à des réalités. On doit connaître les réalités d'un pays, avoir une vision pour vraiment prétendre vraiment le diriger. Alors pour ça, je dirais que nous, opposition, nous ne serons pas une opposition pour casser. Nous ne serons pas une opposition pour avoir le plaisir de bloquer la majorité de gouverner, mais nous serons une opposition, comme l'indique le nom de notre groupe parlementaire à l'Assemblée, Vigilance républicaine et démocratique. Nous serons des sentinelles de cette vigilance-là. Et nous saurons toujours dénoncer et proposer. Aussi, demander à cette majorité de renforcer l'image de la classe politique en général. Parce que souvent, en portant l'anathème sur l'opposition, souvent on met le pied dans le plat de la confiance entre le peuple et des gouvernants. Certes, nous sommes dans l'opposition aujourd'hui, mais nous avons quelque chose en commun, le Mali. Et à travers ce Mali-là, nous constituons la classe politique du Mali. Donc de nous écouter, de nous considérer
et vraiment de ne pas nous insulter. Il n'y a pas de problème. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. L'émission continue sur notre page Agoraji sur Facebook. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.africatelevision.com ou également nous écrire à l'adresse agoraji@africatelevision.com. Merci à vous, jeunes d'Afrique, et d'ailleurs de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre débat. Mais d'ici là, restez connectés sur Africa Télévision. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir. Merci.